Au sommaire de cette édition de l'actualité, la commémoration de la 13e journée de l'Organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. C'est Bobo Dioulasso qui accueille l'événement au programme sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de circulation routière. Les différentes articulations de la journée à suivre en début du journal. Affaire mosquée de Pazani, la réaction du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous entendrons Pegwende Clément Sawadro depuis Gawa, où il participait ce matin à la pose de la première pierre d'une caserne des sapeurs-pompiers. Nous marquons un arrêt dans ce journal sur la maladie thyroïdienne. De quoi s'agit-il? Quels sont les symptômes, les causes et les traitements? Un dossier complet que vous suivrez dans quelques instants. Et l'Organisation mondiale de la santé qui accorde son homologation d'urgence au vaccin anti-Covid chinois. Le comité d'experts de l'OMS recommande le vaccin Sinopharm dont l'efficacité est estimée à environ 79%. Nous verrons cela en fin d'édition. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Sécurité routière donc pour ouvrir ce journal et c'est à Bobo Dioulasso que nous nous rendons pour la commémoration de la 13e journée de l'Organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. La journée est faite de sensibilisation à l'endroit des transporteurs et des usagers de la route sur les bons comportements à adopter et aussi d'actions concrètes de la part de l'Office national de sécurité routière au profit de la ville de Bobo Dioulasso. Les détails avec Kassoum Milogo et Karim Sissé. Comme dans les 27 États membres de l'Union européenne, c'est un jour spécial pour cette communauté résidant à Ouagadougou qui sacrifie ici à une tradition. La célébration de la journée de l'Europe en souvenir du discours prononcé le 9 mai 1950 par l'un des pères fondateurs de l'Europe, Robert Schuman, et qui s'inscrit dans une démarche d'intégration. À chaque occasion, un rappel historique s'impose. Robert Schuman avait une vision pragmatique de l'Europe, cette Europe qui avait été au centre des deux guerres mondiales au moins de 30 ans. Il a souligné que ne se fera pas en un jour, et se fera pas à pas, progressivement, par des relations concrètes, par le dialogue et l'entente. L'Union européenne est un ensemble de 27 pays souverains qui ont décidé de marcher ensemble vers un avenir meilleur. La journée de l'Europe, c'est aussi la fête du partenariat avec les amis de l'Afrique, en particulier du Burkina Faso, d'où la présence de cette délégation gouvernementale pour un moment de communion. Nous sommes venus donc témoigner de l'amitié et la solidarité entre notre pays et les États membres donc, de l'Union européenne et dire combien nous sommes attachés aux valeurs communes de démocratie, de développement donc, de l'État de droit et bien entendu à l'ensemble des partenariats que nous développons ensemble. Aujourd'hui, le partenariat entre l'Union européenne et le Burkina Faso se porte au mieux de sa forme, assure Wolfram Vetter, qui n'a pas manqué de féliciter le président du Faso et son gouvernement pour les différentes réformes engagées, notamment dans les secteurs de la sécurité, du foncier, de l'économie et de la justice. Voilà, c'est donc un reportage qui est venu plus tôt que prévu puisqu'il s'agit là de la semaine de l'Europe qui est commémorée cette semaine et c'est demain la commémoration officielle. Nous pouvons peut-être, si du côté de la technique tout est prêt, nous allons suivre cette journée de sécurité routière à Bobo Dioulasso avec la commémoration de la 13e journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. La journée est faite de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route sur les bons comportements à avoir et aussi d'actions concrètes puisque la ville de Bobo Dioulasso a reçu un don de l'Office national de sécurité routière. Les détails donc avec Kassoum Milogo et Karim Sissé si tout est prêt du côté de la technique. Des panneaux de signalisation et des sabots, c'est la composition du matériel remis au maire de la commune de Bobo Dioulasso. À travers ce don, l'Office national de la sécurité routière, ONASER, veut accompagner le conseil municipal de Bobo Dioulasso dans la mise en œuvre de sa politique de sécurisation routière. Nous avons pu remettre des panneaux de signalisation et les sabots Denver également pour permettre à ce que nous puissions lutter contre les stationnements gênants et dangereux qui aussi sont des facteurs d'aggravation et de survenue d'accidents. Selon le maire, les panneaux de signalisation manquent sur certaines artères de la ville de Bobo Dioulasso. Ce don sera donc d'un grand apport pour la commune.
Le civisme sur la voie est très accentué à Bobo-Dioulasso et nous, autorités communales, nous avions fait des efforts aux côtés de l'État, mais je puis vous dire au bilan, nous ne sommes pas du tout satisfaits. Donc il y a un travail à faire et qui dit travail, il faut du matériel pour travailler. Donc c'est pour ça que nous sommes comblés et je pense que notre engagement est accompagné, on va travailler à ce que les résultats puissent venir. Le directeur général de l'ONASER et sa délégation ont aussi échangé avec des acteurs du transport à la gare routière de Lafiabougou. Des échanges qui ont porté sur les bonnes pratiques de sécurité routière et sur le respect des mesures barrières. La délégation est allée aussi encourager l'équipe de l'ONASER déployée à Bobo-Dioulasso pour le contrôle de la limitation des vitesses en agglomération. Les motocyclistes n'ont pas été en reste. Adama Kouragou a aussi sensibilisé ces derniers au port des casques en circulation. À l'occasion, des casques ont été remis à certains d'entre eux. Et donc, une caserne de sapeurs-pompiers bientôt à Gawa pour permettre aux soldats du feu de jouer efficacement leur rôle dans la région du sud-ouest. L'infrastructure dont les travaux de construction sont lancés ce matin va coûter plus de 1,5 milliard de francs CFA. Témoin de la pose de la première pierre dans la cité de Bafouji, Oumarou Sagnon, Romial, Patrice Toui. Sur ce terrain de 6 hectares, poussera dans quelques mois la caserne des sapeurs-pompiers de Gawa. D'une valeur de 1,5 milliard de francs CFA, cette caserne comprendra un bâtiment poste de commandement, un autre bâtiment R+1, une infirmerie, un carré d'armes et bien d'autres commodités. Ce sera la plus moderne des casernes de sapeurs-pompiers au Burkina Faso, à en croire le ministre d'État Clément Sawadogo. Aujourd'hui, les choses sont lancées. Les contrats sont déjà signés avec toutes les entreprises. Il y a un maître d'ouvrage délégué qui va suivre les travaux. Il y a des entreprises de contrôle. Et nous ne doutons pas que dans 8 mois, nous allons inaugurer avec joie. Et je voudrais quand même préciser que c'est un centre qui va coûter la bagatelle de 1,5 milliard de nos francs et qui sera le centre le plus moderne jamais réalisé pour les sapeurs-pompiers dans notre pays au Burkina Faso, pas même à Ouagadougou. La région du sud-ouest et particulièrement Gawa connaît des situations d'urgence et d'accidents de tout genre, occasionnant quelquefois des décès. L'érection de cette infrastructure vient donc à point nommé. Dans le cadre de l'organisation du 11 décembre, il faisait partie de l'un des projets que nous avons soumis aux plus hautes autorités comme étant un projet prioritaire pour la commune de Gawa. Alors donc aujourd'hui, je dis que c'est une fierté et c'est une victoire qui est partagée avec l'ensemble des autorités de la région du sud-ouest et des autorités communales, et nous devons être fiers aujourd'hui que ce projet-là soit une réalité. Après Dori et Gawa, ce sera le tour de Fada, chef-lieu de la région de l'Est, qui verra bientôt ériger sa caserne de sapeurs-pompiers, selon le ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans un communiqué datant du 6 mai dernier, le gouvernement burkinabé a décidé d'attribuer le terrain litigieux de Pazani à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso à l'effet de permettre la réalisation de toute infrastructure ou toute activité en faveur de la communauté musulmane selon les termes du communiqué. Et voici la toile qui s'embrase autour de cette mesure gouvernementale. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation depuis Gawa, où il participe au lancement des travaux de la caserne des sapeurs-pompiers, réagit à ce qui se dit désormais l'affaire de Pazani. Écoutons le ministre Clément Savadougou. Les réactions qu'il y a eu suite à cela, tantôt dans les réseaux sociaux ou les réactions de certains groupes comme le chef de file de l'opposition politique, l'intersyndicale des magistrats, toutes ces réactions traduisent une chose, c'est qu'il y a un besoin d'informations supplémentaires. Simplement, je crois. Dans les concertations et dans la recherche de conciliation, il y a eu des négociations. Naturellement, quand on dit négociation, on dit qu'on essaie d'obtenir des concessions de part et d'autre. Et c'est ainsi que, au final, M. Jacques Ouedraogo, quoique propriétaire légal de ce terrain, a accepté de se défaire volontairement de sa propriété
moyennant compensation par un autre terrain sur un autre site. Et cette acceptation a été matérialisée par un document signé par l'intéressé et signé par des leaders religieux, également par mon prédécesseur, le ministre d'État à l'époque, le ministre de l'administration territoriale. Ce document, nous l'avons. La décision du gouvernement, donc, a tout simplement consisté à rendre, si vous voulez, officiel, parce qu'il faut un acte administratif qui concrétise cette décision concertée. Et c'est ce que le gouvernement a tout simplement fait. Nous avons dit, comme il y a eu quand même beaucoup d'incompréhension, une très vive tension, une menace de grand conflit autour de cela, nous allons réattribuer ce terrain au monde musulman de notre pays à travers la fédération. Alors il y a eu des réactions. Nous avons par exemple suivi la réaction de l'intersyndicale des magistrats. Je voudrais ici saisir l'occasion pour rassurer les animateurs du pouvoir judiciaire que le gouvernement ne nourrit aucunement l'intention de remettre en cause les décisions de justice. Le gouvernement ne s'inscrit pas comme le pouvoir judiciaire. Le gouvernement a juste géré les conséquences de la situation qui est arrivée, surtout en ce qui concerne les risques de conflits interreligieux, et en travaillant donc à consolider la paix sociale, le gouvernement travaille aussi à consolider l'état de droit, parce que sans paix, sans cohésion sociale, le droit et les décisions, qu'ils soient de l'État ou du pouvoir judiciaire, sont inapplicables. Tout autre chose à présent, une conférence de presse pour donner le ton de la commémoration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et de la Croix-Sans-Rouge. La célébration est toute particulière cette année, d'autant plus qu'elle consacre les 60 ans de la présence de la Croix-Rouge au Burkina Faso. Les responsables de l'organisation dévoilent le programme d'activité aux journalistes et aborde dans la foulée l'actualité humanitaire avec les hommes de médias. Le point de ce face-à-face avec Souleymane Sanou et Isiaka Nana. Le 8 mai, c'est la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une journée célébrée pendant que l'ONG souffle ses 60 ans de présence au Burkina Faso, 6 décennies d'assistance humanitaire au profit des populations en détresse dans les contrées du pays dans de nombreux domaines. La santé, la protection de l'enfance, la réduction des risques de catastrophes, la promotion des principes et valeurs humaines, l'hygiène et l'assainissement. En 2020, ce sont 29 projets qui ont été mis en œuvre pour une population bénéficiaire estimée à 4 500 000 personnes. Il y a beaucoup d'activités qui sont menées, et comme vous l'avez entendu tantôt, côté sécurité alimentaire, côté sanitaire, et côté abri, et puis bien d'autres éléments. On ne prétend pas que nous pouvons tout faire, mais nous voulons faire quelque chose et de façon consistante pour que les bénéficiaires puissent effectivement sentir qu'il y a une assistance humanitaire qui leur a été accordée. Travailler à soulager les souffrances humaines sous toutes ses formes, c'est le leitmotiv de la Croix-Rouge. Les effets du changement climatique, les crises sécuritaires et sanitaires restent des défis majeurs pour l'ONG humanitaire au Burkina Faso. Nous avons des questions donc pour ces temps-ci de vents violents qui ont décoiffé des maisons. Il y a également les inondations que nous avons gérées l'année passée. Nous continuons donc d'apporter de l'assistance à des personnes qui sont dans la situation. Et donc les défis humanitaires sont en réalité nos défis. Tant que cette souffrance n'est pas levée, nous considérons que c'est un grand défi pour notre mouvement. Cette conférence de presse se tient en prélude de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une journée honorée cette année sous le thème « Ensemble, nous sommes inarrêtables ». Parlons à présent de la maladie de la thyroïde, notamment chez les femmes. Au Burkina Faso, elles sont nombreuses à souffrir de ce mal. Mais comment la maladie se présente-t-elle? Quelles sont les causes et les symptômes? Y a-t-il des traitements? Les réponses à toutes ces questions dans ce dossier que nous proposent Jean-Eudes Bayala et Estelle Judith Assogba. Dame Clarisse Kondi-Tamte souffre d'une maladie thyroïdienne, une maladie provoquée par un dysfonctionnement de la thyroïde.
Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son médecin traitant, Dr Lassina Seré, médecin interniste au CHU de Tengandogo. On attend pour une consultation thyroïdique. D'accord. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va un peu. Elle traîne cette pathologie depuis plus de 5 ans et selon son témoignage, tout a commencé après son accouchement. Pour moi, ça a commencé il y a de cela presque 6 années. Bon, j'étais enceinte, mais quand j'ai accouché, que j'ai remarqué que mon cou a été un peu enflé. Mais selon moi, je pensais que c'était les symptômes de la grossesse, le fait que je vomissais tout le temps, que le cou a enflé. Bon, après, je vois que ça continuait de grossir. J'avais un peu du mal à respirer maintenant. Bon, j'étais tout à fait fatiguée. Après, maintenant, j'ai commencé à avoir des palpitations. Et avec des tremblements, c'est ça qui m'a motivé pour que je passe consulter. Les pathologies liées au dysfonctionnement de la thyroïde sont de plus en plus récurrentes de nos jours. Si au Burkina Faso, il n'existe pas encore de données précises, selon l'OMS, 200 millions de personnes dans le monde en souffrent. La thyroïde, c'est une glande endocrine. Ça veut dire que ça sécrète des hormones, avec les hormones thyroïdiennes. Et ces hormones ont un effet sur l'ensemble des organes et de l'organisme et sur les grandes voies métaboliques. Donc du coup, tout dysfonctionnement de cette sécrétion d'hormones-là peut entraîner en tout cas des effets sur ces différents organes-là. Il peut y avoir une inflammation de la thyroïde qui est liée aux maladies auto-immunes. Généralement, c'est les plus fréquents, auto-inflammatoires. Ça veut dire qu'il y a certaines protéines qui se comportent comme des auto-antigènes qui vont attaquer la thyroïde. Il y a aussi une infection également qui peut entraîner un dysfonctionnement de la thyroïde, comme également une pathologie tumorale. Mais il y a aussi certains médicaments qui contiennent de l'iode. La maladie se présente sous 2 formes et selon Dr Seré, les manifestations cliniques des pathologies thyroïdiennes diffèrent d'une forme à une autre. La thyroïde peut fonctionner de façon exagérée, ce soit un hyperfonctionnement, ou bien fonctionner de façon lente, donc l'hypofonctionnement. Lorsque la thyroïde fonctionne de façon exagérée et il y a une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, là, le cœur va fonctionner de façon exagérée. La personne va ressentir des palpitations. D'accord, et ces palpitations-là, à un moment donné, là, il peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque. La personne peut devenir diabétique, hein? La personne peut maigrir, du fait qu'il y a une consommation excessive de protéines. La personne également peut trembler. On peut avoir des tremblements. La personne peut, qu'on appelle, des tours psychiatriques exagérés qui peuvent même l'amener en psychiatrie. On va croire que c'est une pathologie psychiatrique. Pour l'hypothyroïdie, ça veut dire qu'il y a la baisse des hormones thyroïdiennes. Ça, c'est le contraire. Donc, on a le rythme cardiaque qui va diminuer. Donc, ça va fatiguer. Ça veut dire que la pompe cardiaque ne fonctionne pas vraiment et la personne peut être très fatiguée. La libido a baissé et le taux de cholestérol également peut monter. À ce stade, les patients sont soumis à un traitement rigoureux suivi de contrôles réguliers. Quand les patients sont en hyper, et généralement, on met des médicaments pour bloquer la sécrétion. Ça veut dire que pour bloquer la sécrétion, parce que les hormones sont en excès, on bloque cette sécrétion des hormones. On appelle ça les antithyroïdiens de synthèse qu'on utilise. Ceux qui sont en hypo, en fonction de la cause également, on fait un traitement substitutif. Ça veut dire que les hormones qui sont sécrétées par la thyroïde, là, on apporte ces hormones-là également pour compléter. Parce que comme le fonctionnement n'est pas optimal, on apporte pour régulariser également ce tout-là dans l'organisme. Après l'équilibre des hormones thyroïdiennes, et puis souvent on va jusqu'à la chirurgie, mais il faut toujours surveiller. Parce que quand on enlève la thyroïde totalement, il y a quelque chose qui manque. Puisque la thyroïde sécrète des hormones qui ont un effet sur le fonctionnement normal de l'organisme. Si vous enlevez cet organe-là, il faut pouvoir apporter ces hormones à l'organisme, donc la personne est obligée de prendre un traitement à vie. Les troubles de la thyroïde sont aujourd'hui peu connus du public. Ce sont les femmes qui sont les plus touchées. Elles ont 5 à 20 fois plus de risques de développer une pathologie thyroïdienne que les hommes et 3 fois plus de risques de développer un cancer de la thyroïde. Dès l'apparition des signes et l'augmentation du volume de la thyroïde, il est conseillé d'aller se faire consulter pour se faire prendre en charge afin d'éviter le pire.
Tout autre chose, exécuté dans la boucle du Moun, les cascades et les hauts bassins, le projet promotion de l'hygiène et assainissement piloté par l'ONG WaterAid laisse sur le terrain de nombreux acquis et expertises. Une étude d'évaluation permet de quantifier les acquis du projet qui sont consignés dans un rapport. Ce sont les résultats de cette étude qui sont restitués à Bobo Dioulasso. Compte rendu Drissa Traoré, Kadou Romenki. Autour de la table, les maires des 36 communes rurales des régions de la boucle du Mouhoun, des cascades et des hauts bassins, membres d'associations et autres acteurs bénéficiaires du projet de promotion de l'hygiène et l'assainissement piloté par WaterAid sont tous réunis pour prêter une oreille attentive aux résultats de l'évaluation finale du projet. Surtout voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et voir donc quelles sont les perspectives et les recommandations pour une éventuelle future opportunité. Un projet qui se voit accorder le mérite d'avoir induit des changements positifs en matière d'hygiène et d'assainissement, tout en ayant contribué à la formation et à la promotion d'une expertise locale. Ce que nous avons vu sur le terrain est une garantie que les actions vont continuer parce que les maires ont aujourd'hui autour d'eux toute l'ingénierie pour mener les actions. Le projet a formé les vidangeurs, les a professionnalisés, donc ça a procuré de l'emploi. Je ne vais pas passer sous silence ce que les maçons qui sont chargés de construire les latrines, d'accompagner les ménages à construire les latrines, gagnent aussi. Il y a des ménages qui certes n'ont pas bénéficié de latrines de WaterAid, mais qui, le fait qu'ils ont compris l'importance des latrines, ont mis leurs propres moyens pour vraiment, en tout cas, se construire des latrines. Le projet de promotion de l'hygiène et l'assainissement dans les régions de la boucle du Mouhoun, des cascades et des hauts bassins du Burkina Faso a été mis en œuvre du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020. Il a bénéficié du financement de la coopération danoise à environ 3 milliards 780 millions de francs CFA. Et le gouvernement qui décline ses nouvelles ambitions pour le secteur de l'eau, faire l'état des lieux des ressources en eau au Burkina Faso, c'est l'une des missions confiées au programme d'appui en eau et assainissement. Et c'est pour mener à bien les activités du PAEA qu'une rencontre d'information et de concertation réunit les différents acteurs du secteur eau à Bobo Dioulasso. L'on en sait davantage avec Drissa Traoré et Kadou Romenki. Localiser et quantifier les ressources en eau souterraine et aussi les eaux de surface au Burkina Faso. Telle est la mission assignée au PAEA, programme d'appui en eau et assainissement. À cet atelier d'information et de concertation sur les activités du PAEA relatives à la connaissance des ressources en eau au Burkina Faso, les acteurs de mise en œuvre du programme sollicitent la collaboration des populations pour le bon déroulement des travaux. On fera des forages profonds de l'ordre de entre 500 et 1000 mètres et 2000 mètres de profondeur pour connaître où se trouvent les nappes d'eau et la géologie de la zone sédimentaire. Donc c'est juste traverser leur champ pour faire des mesures. Et ici, ils nous accompagnent en termes d'acceptation. Même appel lancé par le ministre Ousmane Nako, qui a présidé la cérémonie officielle de lancement du programme. Cet atelier a pour objectif principal d'amener les participants à s'approprier donc les activités que ce programme retourne donc dans les différentes régions. Les premiers responsables de ces régions travailleront effectivement à sensibiliser les populations pour que nous puissions avoir une adhésion totale des populations. Le PAEA est un programme de 3 ans mis en place par l'État burkinabé en collaboration avec la Banque mondiale. Après 2 années d'exécution sur le terrain, il a à son compteur plus de 20 000 branchements particuliers, plus de 1000 forages réalisés et plus de 66 bornes fontaines pour ne citer que cela. Pour l'année restante, le défi majeur du PAEA, c'est d'apporter une réponse adéquate à la problématique de la connaissance des ressources en eau du Burkina Faso.
En agriculture, l'on parle de nouvelles variétés de riz qui devraient facilement s'adapter au dérèglement climatique tout en produisant de bons rendements. Les nouvelles variétés de riz hybrides sont en expérimentation dans les plaines rizicoles de la vallée du Cou. L'expérimentation est portée par Nafaso et conduite par l'INERA. Visite guidée de champs-école à Bama avec Kassoum Milogo et Karim Sissi. L'exploitation agricole de Bourama Ouattara dans la vallée du Cou a servi pour l'expérimentation des variétés de riz hybrides. Une expérimentation portée par Nafaso et qui vise à introduire au Burkina Faso de nouvelles variétés de riz à fort rendement. Nous avons cette fois-ci mis l'accent sur trois variétés parfumées, aussi des hybrides. Des hybrides qui ne sont pas très connus parce que la recherche est en train de travailler là-dessus, mais c'est des hybrides, des variétés qui ont des très grands rendements, des hauts rendements et qui peuvent atteindre plus de 10 tonnes à l'hectare. Pour cette première phase d'expérimentation de ces variétés de riz sur le terrain, les travaux ont été conduits par une équipe de l'INERA. Il s'agit concrètement pour cette équipe d'accompagner le producteur quant au respect des paquets technologiques exigés en la matière. Il y a eu un premier semis d'abord, c'était le 7 janvier pour la mise en place des pépinières et après le 24 janvier pour le repiquage et les engrais ont été apportés, le NPK à 200 kg à l'hectare, l'urée également à 200 kg à l'hectare, suivi des sarclages aux besoins. 5 mois après le repiquage, le résultat est là. Un résultat présenté aux riziculteurs pour appréciation. C'est la deuxième variété, la visite qu'on a fait au milieu là. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a vu que là-bas, les talles là, ça vaut à peu près 45 comme ça. Donc, puis quand tu vois la physionomie, on sent que le poids à ce niveau est très important. Pour les premiers responsables en charge de l'agriculture, ces nouvelles variétés augurent d'un lendemain meilleur pour la filière riz au Burkina. Elles pourront contribuer à atteindre plus d'1 million de tonnes de riz paddy par an dans les années à venir. Si vous avez un hybride qui puisse produire 9 à 10 tonnes à l'hectare, je pense que les différents scénarios que nous nous sommes fixés lors du CASEM du ministère en 2021, je pense que si nous avons des variétés à notre portée, nous pourrons aller dans cette dynamique de produire 1 million de tonnes de riz paddy. Les riziculteurs vont devoir patienter avant de voir ces nouvelles variétés de riz hybrides dans la riziculture au Burkina. D'autres phases d'expérimentation sont en attente, soulignent les chercheurs. De l'avis des organisations de la société civile, le nouveau référentiel de développement au Burkina Faso en cours d'élaboration devrait prendre en compte les spécificités de chaque région. C'est ce que l'on retiendra de la 3e conférence sur la redevabilité sociale consacrée au PNDS. Les principales conclusions de la rencontre avec Roger Kam et Nyarkiteda. Plus qu'un exercice annuel, la question de redevabilité sociale est désormais un impératif pour les organisations de la société civile OSC. Et cette année encore, elles sont à Ouagadougou pour la 3e fois consécutive, avec comme plat central leur contribution au processus d'élaboration du nouveau référentiel national en matière de développement. Elles veulent cette fois-ci un référentiel de proximité et réellement au service du développement intégral de chaque région. Et on a vu que les besoins sont particuliers d'une région à une autre. Il y en a qui ont besoin de routes, il y en a qui ont besoin d'écoles. Alors, si vous faites un document au niveau national qui dit de façon bateau ce qu'il faut faire, sans donner certaines orientations spécifiques, ça ne peut pas faire la différence avec les autres référentiels. À cette 3e conférence nationale, les OSC ont pris l'engagement d'être très rigoureuses et minutieuses dans le contrôle de l'action gouvernementale. Considérant que nous passons d'un référentiel à un autre, il va tout à fait normal que nous soyons beaucoup plus regardants. Non seulement sur la mise en œuvre de ce référentiel qui va venir, pour qu'à l'évaluation, à sa fin, on ne retombe pas encore dans les mêmes discours que les référentiels passés, et que également sur certaines questions de gouvernance. Force de proposition et se réclamant porte-voix de la base, les organisations de la société civile recommandent la prise en compte des conclusions de leur conclave de 48 heures.
Une conférence saluée par le représentant du président de l'Assemblée nationale, le député Boubacar Ouedraogo, de même que la représentante de la Banque mondiale. Les deux institutions promettent les soutenir dans leurs actions pour jouer effectivement et efficacement leur rôle de veille citoyenne. Et le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, qui est à l'écoute des préoccupations des médias dans le Nord, à Ouéguia, tout comme partout où il est passé. Ouseni Tamboura explique les efforts du gouvernement en faveur des médias et au regard du contexte sécuritaire dans la région. Le ministre Tamboura demande la résilience à travers des programmes et projets du monde de la presse. Le point des échanges avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. Au 113e jour de sa prise de fonction, le ministre Ouseni Tamboura vient parler de résilience aux hommes et femmes des médias du Nord. Des médias qui subissent aujourd'hui les conséquences des défis sécuritaires et sanitaires. Et le maître mot de ce dialogue direct entre le ministre et les journalistes reste s'adapter. Le journaliste n'est pas celui-là même qui travaille de façon aisée. Le journaliste est un homme qui va ou une femme qui va au front. Le journaliste est une personne qui ose. Alors la résilience est dans ce sens. Mais cette résilience-là invite les journalistes à aussi prendre la posture de l'offensive. Les préoccupations des médias du Nord sont variées. L'accès aux sources d'information, le manque de matériel de travail, la formation, les conditions d'accès à la subvention de presse privée, tout est passé au pain fin. Et la bonne nouvelle pour ces journalistes, la mise en place du programme d'appui aux radios frontières au nombre de 52. C'est un plan d'appui. Donc un plan d'appui dans le sens d'abord de la formation, du renforcement de capacité des hommes de médias que nous sommes. Je pense que si le projet est bien réfléchi, s'il est bien couché, si la mise en œuvre est bien faite, ça va nous permettre vraiment de sortir de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Le développement a plus que jamais besoin des médias. Et le ministre en charge de l'agriculture donne ici l'exemple. Ça, c'est difficile dans cette zone. Quelqu'un qui veut être assommé, qui est assommé, qui veut avoir des formations, c'est difficile tant que ce n'est pas par la radio. Alors que la radio est un moyen qui peut lui permettre de pouvoir avoir accès aux informations techniques, avoir accès à telle situation, pour lui dire, bon, voilà le prix des céréales, c'est où tu peux aller pour pouvoir avoir accès aux céréales. Le ministre de la Communication répond à chaque préoccupation. Il dévoile même les projets et programmes de son département. Mais son plus grand souhait, l'organisation de la rencontre d'échange entre les chefs de l'État et le monde des médias. Et nous revenons à Ouaga pour parler de ce congrès ordinaire du Lions Club, un troisième congrès en virtuel et en présentiel pour revisiter une année d'activité essentiellement tournée vers les œuvres sociales. La rencontre se penche également sur la question du leadership féminin au sein du club. Suivons les précisions de Sié Lassina Ouattara et Vincent Kiendrebego. Les membres du district 403A3 de Lions Club tiennent leur congrès annuel. C'est un troisième congrès qui a lieu en présentiel et par visioconférence, assisté par d'autres congressistes depuis d'autres villes de Burkina. À cet important rendez-vous du club, il sera question de faire le bilan d'une année d'activité sous le mandat de Guénéba Diallo, gouverneur du district. On a fait beaucoup d'activités dans le domaine de l'environnement. Tous les clubs ont fait des activités. On a fait des activités sur le diabète et sur la faim. On a donné des vivres aux personnes déplacées. Et maintenant pour l'action phare qui était en faveur des femmes et des enfants, nous avons eu un financement de notre fondation, le Lions Club International, la LCIF, pour faire un centre d'oncologie à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Le troisième congrès du district 403A3 de Lions Club connaît la participation de quelques personnalités, comme le ministre de la Santé et la garde des Sceaux, et sous le parrainage d'un membre influent de longue date, Lassine Diawara. Le lion, c'est d'abord le don de soi pour servir, pour aider les autres, aller vers eux et puis mener des gestes dans la plus grande noblesse du terme. C'est un peu pour toutes ces raisons-là que j'ai accepté de parrainer cette cérémonie, surtout que moi-même je suis un ancien lion. Je suis lion depuis plus de 40 ans, donc c'était tout à fait normal que je vienne soutenir la première femme gouverneure de notre district. Ce troisième congrès donne également l'occasion de renouveler l'équipe dirigeante avec la désignation d'un nouveau gouverneur.
Ce dernier aura à s'attaquer à un défi pour le Lions Club, à savoir l'accroissement des effectifs et plus particulièrement le recrutement et le maintien de membres féminins. Et l'entrepreneuriat des jeunes qui a le vent en poupe au Burkina Faso, l'association Jeunesse Active pour l'auto-emploi et le développement local apporte sa pierre. La JADEL lance ses activités à l'École supérieure de microfinance pour susciter cet esprit d'entrepreneuriat au sein des étudiants. Les ambitions du programme avec Siela Senawatara et Hahadi Sandamba. Promouvoir l'auto-emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat, voici ce qui réunit la jeunesse estudiantine de l'École supérieure de microfinance assoiffée de réussite. L'initiative est de l'association Jeunesse Active pour l'auto-emploi et le développement local JADEL. À travers cette activité, JADEL initie son programme d'activité intitulé « Initiative de développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes ». Je les encourage parce que vous savez qu'après les diplômes, pour avoir le travail, c'est toute une autre paire de manches. Et il faut passer des concours, il faut aller chercher de l'emploi, ce n'est pas évident. Et donc j'encourage ces étudiants à entreprendre. JADEL est une association créée depuis 2015 et le programme de 2021 se veut être un cadre de formation, de sensibilisation et de partage d'expériences. Ceci en vue donc de stimuler l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Toute personne désirant seulement peut prendre à part. Après cette initiative, nous avons des activités de formation. On aura la transformation du lait local en confiture. On aura une visite dans une ferme. On aura une formation en éducation financière. Et toutes ces initiatives, nous ne trions pas, nous ne choisissons pas qui peut participer et qui ne peut pas le faire. Voilà, c'est ouvert à toute personne, surtout les jeunes ambitieux, puisque nous ciblons réellement les champions, les leaders, ceux qui veulent aller loin. L'association Jeunesse Active pour l'auto-emploi et le développement local JADEL promet étendre son programme de cette année à plusieurs autres localités du pays, en vue donc de permettre une meilleure prise en charge de toute la jeunesse burkinabé. Elle totalise 20 ans de carrière dans la musique. Maï Lengani a forgé ses talents de musicienne, chanteuse, chorégraphe à travers ses différentes expériences. L'artiste est dans les préparatifs d'un grand concert à l'occasion de ses 20 ans pour le plus grand bonheur de ses fans. Konsoun Koulibaly Amadou Marcel To l'ont rencontré en pleine répétition. Depuis les années 2000, elle marque de son empreinte la musique burkinabé. Évoluant dans le tradi moderne, elle s'est surtout approprié les genres musicaux comme le blues et le jazz afin de faire voyager la musique burkinabé presque partout dans le monde. Je m'inspire de la musique traditionnelle du terroir, voilà, et je fais toute une fusion avec la somme, disons, des expériences musicales que j'ai vécues ici et là, parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai aussi passé un bon bout de temps aussi aux États-Unis. Donc du coup, dans mes chansons, vous pouvez voir une certaine influence de la diaspora. Voilà, donc c'est quelque chose qui vient tout naturellement. Voilà, donc surtout je puise vraiment du côté traditionnel ici sur le plan musical. Choriste, chorégraphe et chanteuse à la fois, un savoir-faire qu'elle a su développer depuis son enfance, ce qui lui a valu son tout premier album paru en 2000. Quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup m'impliquer dans les activités culturelles. Et petit à petit, en grandissant, voilà, je faisais des interprétations des artistes que j'aimais beaucoup. Et certains m'appelaient Menouo. Menouo, vous connaissez cette chanson-là? Ina Menouo, ho, Lakali Menouo, ho, Saka Menouo, ho. C'est de Louga François, le feu Louga François. J'aimais beaucoup interpréter cette chanson-là. Et donc on m'appelait Menouo. Et quand j'étais plus petite, quand on va plus en arrière, j'étais plus petite, on m'appelait Mamnata déplacée, c'est-à-dire on a fait de mon nom une chanson. On dit Mamnata déplacée, débrouillé militaire, Mamnata déplacée, débrouillé militaire.
parce que j'étais très active, j'étais toute petite comme ça. Et j'étais vraiment brouillonne, j'étais très active. Maï Lengani, c'est aussi une carrière faite depuis l'INSAC en Côte d'Ivoire, en passant par les différents groupes musicaux burkinabés. Et en fin 97, je crois, je rentre au Burkina Faso. Je continue de jouer dans des bars ici et là, comme choriste et comme interprète. Et là, je tombe sur le Silo Diatta avec Ousmane Baldé. Je lui fais un coucou de passage. C'était au Matata. Je jouais au Matata avec le groupe Silo Diatta. Et par la suite, je rencontre le groupe Yumba au Zaka, qui est maintenant le Petit Bazar aujourd'hui. Et avec ce groupe Yumba, je remporte le premier prix de la chanson moderne au Burkina Faso en fin 98. En 20 ans de carrière jugée satisfaisant, l'artiste appelle à une véritable implication de tous les acteurs de la culture pour une révolution conséquente de la musique burkinabé. Voilà, bon vent à l'artiste Maï Lengani. Hors de chez nous, le vaccin anti-Covid chinois Sinopharm reçoit le feu vert de l'OMS pour son homologation. Les experts de l'Agence sanitaire de l'ONU estiment son efficacité à plus de 79%. Les discussions sont encore en cours pour l'homologation d'un second vaccin chinois. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé ce vendredi l'utilisation d'urgence du vaccin anti-Covid de Sinopharm, le premier vaccin chinois à recevoir le feu vert de l'OMS, qui est déjà déployé dans des dizaines de pays dans le monde. Ce sérum s'ajoute aux produits fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson et aux 2 produits d'AstraZeneca fabriqués en Inde et en Corée du Sud. L'OMS a donné une liste d'utilisation d'urgence pour approuver le vaccin Covid-19 de Pékin, ce qui en fait le 6e vaccin à recevoir la validation de l'OMS pour sa sécurité, son efficacité et sa qualité. Cela élargit la liste des vaccins que COVAX peut acheter. Le vaccin de Sinopharm est déjà utilisé notamment en Serbie, où plusieurs unités mobiles de vaccination ont été mises en place pour les personnes vulnérables vivant dans des zones reculées. En Roumanie, un marathon de la vaccination de 3 jours a été lancé vendredi dans la capitale Bucarest, alors que les autorités s'efforcent de réaliser un maximum d'injections dans ce pays de plus de 19 millions d'habitants. Les doses sont administrées 24 heures sur 24 dans 2 centres prévus à cet effet. En France, plus de 500 personnes ont été vaccinées en 3 jours dans cette ville de banlieue parisienne. Les autorités sanitaires de Seine-Saint-Denis ont installé des points de vaccination au cœur des quartiers populaires pour toucher un public de première ligne qui ne dispose pas des moyens de prise de rendez-vous. Nécrologie pour refermer ce journal. Décédé le 1er mai dernier, Francis Ducreux a été inhumé aujourd'hui à Ouagadougou. L'homme qui a tout donné au cyclisme burkinabé a reçu les hommages de la nation avant d'être accompagné par une foule nombreuse à sa dernière demeure au cimetière municipal de Goungué. Des moments d'émotion immortalisés par Paul David Bambara et Jérôme Tiendrebego. D'ultimes hommages pour un illustre disparu, ceux d'au moins 2 nations. C'est d'abord la Marseillaise qui salue la mémoire du Français Francis Ducreux. Avant que la salle n'entonne le Ditanien pour louer les mérites du fils adoptif. Témoignages et hommages se succèdent, des moments d'intenses émotions. On ne pleure pas un champion. Je voudrais donc vous inviter tous d'abord à vous tenir debout pour faire un standing ovation.
volonté a été de te ramener près de moi. Mais l'Afrique t'a tant apporté, t'ayant rendu si heureux, t'ayant permis d'être la personnalité que tu es devenue. Alors, en guise de remerciement à ton pays d'accueil, j'ai décidé de lui laisser ce que j'ai de plus précieux, mon papounet. Car la plus belle des tombes est le cœur de ceux qui l'ont aimé. Francis sommeillera dans les cœurs de tous ceux qui l'ont aimé autant que la nation burkinabé. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre du pays burkinabé. Après les honneurs de la nation, Francis Ducreux est accompagné au cimetière municipal de Gounguin où il repose pour l'éternité sur la terre libre et légère du Burkina. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h pour les dernières actualités avec Amadou Marcelto.